Salut! Bienvenue dans ce nouveau numéro du Trait d'Union. Aujourd'hui, on va s'intéresser au temps. Non pas au temps qu'il fait, même s'il y aurait des choses à dire, mais au temps qu'il est et de comment on mesure ce temps. C'est toute la raison d'être d'un congrès qui se tient cette semaine à l'Aula des Jeunes Rives. Et on va aller découvrir tout ça. Vous me suivez? Et pour parler de ce forum européen temps et fréquence, je suis en compagnie de Gaetano Miletti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du laboratoire temps-fréquence et professeur à l'Université de Neuchâtel. Alors, à mi-parcours de la manifestation, on est vraiment pile au milieu, là. Quel bilan intermédiaire on pourrait tirer? Bilan très très positif, on est très très contents. Vous voyez, les gens sont contents d'être à Neuchâtel, on a des conférences super intéressantes et puis les infrastructures de l'université sont super pour cette conf. Les participants, ils proviennent d'où? Ils viennent un peu du monde entier, il y a environ la moitié qui viennent d'Europe, un bon tiers qui vient d'Asie, de Chine et d'Inde surtout, et puis le reste qui vient surtout d'Amérique du Nord. Et c'est surtout des académiciens, un peu comme les personnes qui proviennent de l'Université de Neuchâtel ou des autres instituts de recherche, ou alors des professionnels, par exemple, liés à du matériel technique et autres? Oui, alors une des spécificités de notre domaine, c'est qu'il y a des académiciens, certainement, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui proviennent de l'industrie. On a d'ailleurs 24 exposants qui présentent leurs produits et qui vont présenter aussi leurs entreprises. Et des gens qui sont entre deux, des personnes qui font du développement technologique, un peu comme le CSEM à Neuchâtel. Ce qui est rigolo avec ces exposants, c'est que les produits qu'on voit aujourd'hui, eh bien, il y a quelques années, c'était le sujet des exposés. Donc, c'est vraiment du transfert technologique direct. Et puis, innovations qui se concrétisent. Exactement. Et puis aussi, il faut savoir qu'autour de la conférence, il y a beaucoup de rencontres parallèles. Le Bureau international des poids et mesures, ou bien des réunions de projets. Vendredi, il y aura une grosse réunion de projets qui s'étend au niveau mondial. Donc, on profite du forum. Tous les spécialistes sont là pour discuter de plein de choses. Ça paraît totalement logique qu'un tel événement ait lieu à Neuchâtel, un forum temps et fréquence, pays de la précision. Pourquoi est-ce que Neuchâtel peut être considéré comme étant une sorte de cluster de la mesure du temps? Eh bien, c'est l'unique endroit au monde qui réunit autant de laboratoires de recherche et d'industries qui travaillent dans le domaine des horloges atomiques et des techniques associées. Et puis ensuite, cette conférence en particulier a été fondée par Neuchâtel et Besançon. Au début, c'était une année à Neuchâtel, une année à Besançon. Et ensuite, elle s'est élargie au niveau mondial. Et périodiquement, de moins en moins souvent malheureusement, mais quand même périodiquement, elle revient à Neuchâtel. Est-ce qu'il y a un intérêt des participants pour, par exemple, aller visiter les automates au musée d'histoire ou alors le musée de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds? Est-ce qu'il y a une poétique autour de ce thème de l'horlogerie qui entoure aussi ce forum? J'ai par exemple hier discuté avec un participant indien qui était en principe censé rentrer chez lui vendredi, et quand il a vu tout ce qu'il pouvait visiter ici autour, comme par exemple à La Chaux-de-Fonds ou autre, il m'a dit qu'il avait tout de suite renvoyé son départ au week-end suivant. Quel intérêt pour l'Université de Neuchâtel d'accueillir en ses murs ce forum? Alors je pense que pour toute université, de réunir les leaders mondiaux du domaine, un des domaines clés de l'université elle-même, c'est un objectif important. Et puis, on participe aussi à notre mission de faire connaître la région, d'être en résonance, on peut le dire, avec un thème aussi emblématique pour notre région, comme la mesure du temps. Il y avait d'ailleurs beaucoup de sponsors horlogers de la manifestation. Donc, je pense qu'à beaucoup d'égards, on remplit notre mission. Une belle opération. Merci beaucoup Gaetano. On va vous laisser retourner auprès de vos convives. On vous souhaite une bonne suite de forum. Et nous, on va découvrir tout de suite, en résumé, tout ce qui fait le sel de l'actualité à l'Université de Neuchâtel. Il est arrivé troisième de la finale suisse. Félix Delerme, gagnant de la qualification neuchâteloise du concours Mathèse en 180 secondes, a su tirer son épingle du jeu avec sa démonstration sur la responsabilité sanitaire des entreprises. Léonore Bonin et Maroussia Nicolet Di Félix, arrivés deuxième et troisième à Neuchâtel, ont également participé à cette phase finale suisse du concours qui a rassemblé 16 candidats et candidates à Fribourg le 20 juin.
Un record de participation pour le vélo en mai. Avec 85 paires de mollets inscrits, l'édition 2024 de Bike to Work à Lunineux a enregistré un taux de participation record. Au total, 9532 km ont été parcourus, une distance qui équivaut à une économie d'émissions de 1373 kg de CO2. Et bravo aussi à Marion Monet, une coureuse en or. Pour la deuxième année consécutive, l'étudiante de Lunineux en sciences économiques a remporté le classement général du BCN Tour. Et enfin, des podcasts en veux-tu, en voilà, Lunineux dans vos oreilles, Nuit des carrières, projet pédagogique innovant, retrouvez désormais en podcast des ambiances et des interviews de celles et ceux qui animent l'université de Neuchâtel. Pour vous faire une idée, 2 épisodes traitent des projets pédagogiques innovants, des PPI, menés par les enseignants Unineux, Pierre-Yves Janin et Emmanuel Reuter. Ces contenus audio qui viennent compléter la rubrique Professeur sous la loupe et les captations des cafés scientifiques sont disponibles sur Spotify, SoundCloud et bien sûr via le site www.unineux.ch. Du côté des publications, on partage avec vous ce mois-ci notamment Les fantômes comme les chats choisissent leur maître. Ainsi s'intitule le 7e opus que Daniel Sansu consacre au thème des fantômes et des revenants. Le professeur émérite de littérature française de l'Unineux reste fidèle à sa passion, la pneumatologie, c'est-à-dire la science des esprits. Ce journal tenu de 2018 à 2013 est une mine d'informations sur les fantômes. On y trouve des histoires, des témoignages, mais aussi des références érudites aux livres, films ou expositions en relation avec la revenance et avec d'autres phénomènes insolites. C'est aux éditions La Baconnière. Et si vous profitiez de l'été pour vous demander ce qu'est une manière, voici 200 pages qui vous invitent à réfléchir à cette question. Qu'est-ce qu'une manière? C'est l'œuvre du philosophe Antoine Vuille, chargé de cours à l'Institut de philosophie de la FLSH. Pour comprendre le concept de manière, l'auteur mobilise à la fois des outils linguistiques que des outils métaphysiques pour nous inviter à considérer la formule suivante: une manière est le spécifié d'un spécifiable complexe. Tout un programme à découvrir et à méditer aux éditions Épistémé. Et voici le premier ouvrage entièrement consacré au rapport de la Suisse romande médiévale à la littérature. C'est une œuvre d'Alain Corbellary, professeur de littérature française, spécialiste des 15e et 16e siècles. Les textes littéraires écrits en Suisse romande au Moyen-Âge ne sont pas légion, en leur adjoignant notamment tous les autres textes qui font des allusions à nos régions. Alain Corbellary obtient un beau florilège ici qui permet de reconstituer et d'éclairer de larges pans de la littérature dans nos contrées au Moyen-Âge. La Suisse romande au miroir de la littérature médiévale, c'est aux éditions Alphil. Et nous ne serions pas complets sans vous inviter pour un voyage au Chili, pour vous conter l'histoire d'une ethnie oubliée qui retrouve vie pour défendre son territoire. Anaï Gajardo, chargée d'enseignement à l'Institut d'ethnologie, propose Autochtonie en terrain miné, un ouvrage sur les mécanismes de renaissance d'une ethnie chilienne, les Diaguitas, au début des années 2000. Aujourd'hui, les Diaguitas, ce peuple, est le 3e le plus important du pays. Alors comment interpréter un tel processus de réémergence? Ce livre est le résultat de 15 années d'enquête de terrain et il éclaire la question complexe de la formation et de la transformation de l'autochtonie dans le monde d'aujourd'hui. Un éclairage bienvenu, publié aux éditions Métis Presse. Voilà, c'est tout pour ce trait d'union en vidéo. On espère que vous avez eu du plaisir. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo. On vous souhaite une belle pause estivale. N'oubliez pas d'en profiter pour lire, car lire, c'est bon pour le cerveau et la santé. Et nous, on se retrouve pour un nouveau trait d'union après cette pause estivale. Ciao!